Bonjour à tous et bienvenue en 2021. Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de faire un point à la fois sur les marchés financiers, mais également sur les stratégies d'investissement que l'on peut mettre en place dans le contexte actuel. Alors tout d'abord, un rapide coup d'œil sur le S&P 500 qui est le principal indice de la bourse américaine. On peut voir qu'il évolue sur des niveaux historiquement jamais atteints. Et la crise de la Covid-19 a été, du point de vue boursier, totalement compensée, totalement récupérée. Et aujourd'hui, les marchés évoluent dans une sorte de bonne ambiance, d'optimisme. Et cette bonne ambiance, finalement, on la doit pour une majeure partie à la politique monétaire extrêmement accommodante de la part des banques centrales au cours de cette dernière année. Sur ce graphique, on peut voir que la part des 4 principales banques centrales de la planète est maintenant, en termes d'actifs détenus, ça équivaut maintenant à la moitié des PIB de leur pays, ce qui est extrêmement important. Au cours de l'année 2020, il y a eu de la part des banques centrales des émissions de liquidités et d'accroissement de la taille de leur bilan pour un montant qui est de 14 trillions de dollars. C'est-à-dire qu'on parle de 14 000 milliards de dollars qui sont créés à partir de rien, sans contrepartie de création de richesses. Et donc ça, c'est extrêmement vertigineux. Donc les autorités ont fait face à la crise sanitaire par des injections massives de liquidités. On peut le voir sur ce graphique, où vous avez une matérialisation du pic de la dette fédérale, donc la dette publique américaine. Et vous avez sur ce graphique le rythme d'achat de la Banque Centrale Européenne. C'est intéressant parce que sur ce graphique, on voit que la Banque Centrale Européenne, finalement, elle achète aujourd'hui plus que ce que les États émettent en nouvelles dettes. Donc c'est assez impressionnant, ça montre que les banques centrales ont vraiment totalement pris le contrôle des marchés obligataires. On peut même plus appeler ça un marché finalement. Donc les entreprises en ont profité, on peut emprunter à taux bas, il y a les conditions financières qui sont souples, et bien voilà, les entreprises en ont profité et on voit notamment sur ce graphique la part des entreprises qui ont des leviers de plus de 4 qui a été en augmentation assez fulgurante. Donc ambiance, euphorie sur les marchés, il y a des liquidités, les banques centrales sont à la manœuvre, les opérateurs sont extrêmement optimistes, il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de le vérifier. Ici vous avez le niveau des calls, ça traduit l'appétit pour le risque des investisseurs. Donc voilà, là il y a une humeur spéculative qui est relativement importante. Ici vous avez, en bleu c'est l'indice boursier, mais ce qui est intéressant c'est en gris, c'est l'exposition en cash des gérants de fonds. Aujourd'hui, les gérants de fonds n'ont jamais été aussi peu exposés en cash. Ça remonte à 2000, pour avoir des niveaux comme ça remonte à 2013. Donc on a effectivement aujourd'hui des gérants de fonds qui sont extrêmement optimistes parce qu'ils sont extrêmement investis. Sur ce graphique, on a les intérêts vendeurs. On voit qu'il n'y a plus de vendeurs en fait sur le marché, il n'y a plus personne qui fait de la vente à découvert, il n'y a plus personne qui short le marché américain. Et donc ça veut dire que il n'y a que des acheteurs finalement aujourd'hui sur le marché. Et alors ça c'est un tableau qui est également assez intéressant parce que ça permet de s'apercevoir de la valorisation des marchés. On voit que selon toute une batterie d'indicateurs, on regarde, il y a plusieurs critères, mais globalement, sur la plupart des critères, on est dans le dernier décile, c'est-à-dire qu'on est dans les 1% des cas où les marchés n'ont jamais été aussi chers dans l'histoire. Donc ça veut dire que les marchés potentiellement sont chers, mais il y a de la liquidité, c'est la course au rendement, et les banques centrales sont à la manœuvre. Et d'ailleurs, on a ce graphique de Morgan Stanley qui nous indique que ça va continuer vraisemblablement l'année prochaine et les années d'après. Puisque il y a encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus et les banques centrales vont devoir rester à la manœuvre. Alors, ça c'est un graphique qui me semble très intéressant parce qu'il compare l'évolution des marchés financiers en bleu avec l'évolution des prix en violet. C'est intéressant parce que ça permet de comparer quelque part la sphère financière avec le réel, avec l'économie réelle, avec ce qui se passe finalement dans les ménages, les entreprises, vraiment l'économie réelle. Et c'est assez intéressant parce que finalement la masse des actifs financiers c'est quoi? C'est juste un droit de prélèvement sur les richesses réelles finalement. Quand vous achetez une action,
vous attendez un cash flow futur, hein, vous attendez des dividendes. Et d'ailleurs, bon, on l'a vu sur le tableau là notamment, que aujourd'hui, quand vous achetez une action, vous l'achetez relativement cher par rapport au niveau de dividendes attendu. Voilà, aujourd'hui, les indices sont arrivés à de tels niveaux qu'on paye relativement cher une action, du point de vue historique, hein, j'entends sur le des critères historiques, on paye relativement cher par rapport au cash flow attendu. Alors ça, c'est un problème parce que si le flux de richesse réel n'augmente pas aussi vite que le prix des actifs financiers, il y a un déséquilibre qui se crée. Et du coup, les autorités, pour masquer ce déséquilibre, finalement, elles mènent une politique de création de liquidités qui vise à encourager le fléchage des liquidités vers les marchés financiers. Et donc, ça aggrave encore plus le problème d'instabilité qu'on pourrait avoir sur le long terme. Il faudra bien qu'il y ait une réconciliation. Et donc, la réconciliation, elle peut se faire selon deux hypothèses, hein, vraisemblablement. Soit vous avez des indices boursiers qui s'effondrent, et dans ce cas-là, on a une réconciliation, effectivement. Soit vous avez une forte inflation qui fait que les cash flows, finalement, avec une forte inflation, on va rejoindre, finalement, on va avoir la courbe violette qui va s'envoler pour rejoindre la courbe bleue. Bon. Les deux scénarios sont pas vraiment, c'est pas vraiment idéal parce que d'un côté, si on a des marchés actions qui baissent fortement, on sait que la stabilité financière en dépend et donc les banques centrales vraisemblablement ne laisseront pas faire. Il y a beaucoup de leverage aujourd'hui dans le système. Très compliqué d'avoir une baisse très significative des marchés financiers sur les niveaux actuels. Ça mettrait en danger vraiment la stabilité du système. Et de l'autre côté, avoir une inflation élevée, c'est pas non plus idéal, même si ça permettrait d'apurer effectivement les dettes passées. Néanmoins, les dettes aujourd'hui sont tellement importantes qu'il faut quand même raisonner par rapport au coût de ces dettes. Hein. C'est-à-dire que tout le monde s'est endetté, les ménages, les entreprises, les gouvernements, les banques centrales, tout le monde est endetté. Si on augmente les taux trop fortement, et notamment si l'inflation se réveille et qu'on est obligé de pallier à cette forte inflation par une montée de taux, on risque également de mettre en danger la stabilité financière. Donc il n'y a pas vraiment de scénario idéal, donc ça c'est effectivement quelque chose à surveiller en tout cas, mais c'est un déséquilibre qui existe en tout cas, qui est là et qu'il faut surveiller. Alors par rapport à tout ça, quelle stratégie peut-on mettre en place dès 2021 ? Alors, on va tout d'abord regarder les stratégies proactives, c'est-à-dire celles qui peuvent être mises en place dans un portefeuille financier où on va faire intervenir finalement des actifs qui sont cotés et un portefeuille sur lequel on va vraiment pouvoir agir de manière proactive, c'est-à-dire proposer des arbitrages et être force de proposition sur un portefeuille et s'ajuster en permanence en fonction de ce qui se passe et des opportunités, des risques qu'on va pouvoir rencontrer. Alors tout d'abord, transition énergétique et infrastructure verte. Il y a des plans de relance, hein, on le sait. Il y a beaucoup de liquidités qui vont être déversées sur les marchés financiers dans des grands plans d'infrastructure verte. Et donc forcément, il y a des entreprises qui vont en bénéficier. Et alors là où il faut être vigilant, c'est peut-être sur le niveau de valorisation de certaines de ces entreprises, où aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà quand même bien anticipé, hein, le plan de relance européen à 950 milliards, les autres plans de relance, notamment aux États-Unis, bon, avec Biden, il y a peut-être d'autres choses qui vont être mises en place. Donc, il faut surveiller tout ça, mais en tout cas, en général, sur cette thématique, il faut faire attention aux valorisations. Il y a néanmoins des choses à faire. La technologie, même remarque. Voilà, le monde est en train de changer, il y a beaucoup de besoins d'investissement dans la technologie, ça évolue très fortement. Il y a des entreprises qui seront extrêmement bien positionnées pour profiter de ces changements majeurs. Et encore une fois, il faut faire attention effectivement au niveau de valorisation et pouvoir les acheter dans des conditions raisonnables. Les pays émergents, alors les pays émergents, ça peut être une thématique intéressante. Si on a une reprise du prix des matières premières, si on a une poursuite de l'affaiblissement du dollar, là on a peut-être un apaisement des tensions géopolitiques, tout ça, ça peut être des choses ça pourrait être des choses qui seraient favorables au marché émergent, donc c'est peut-être une classe d'actifs à surveiller, d'autant plus qu'on n'a pas eu de gros flux sur cette classe d'actifs dernièrement. En rouge, vous avez les flux des ETF émergents et on voit qu'aujourd'hui, ça reste très marginal pour l'instant.
Les petites capitalisations peuvent être aussi une thématique d'investissement. Elles ont considérablement sous-performé lors de la dernière période, donc ça peut être effectivement le moment dans une allocation de renforcer ce poste-là par rapport aux grandes capitalisations. Les fusions-acquisitions, dans l'environnement de taux bas et dans l'environnement de crise qu'on connaît et que l'on va connaître nécessairement dans un avenir plus ou moins proche, il y aura des stratégies de fusion-acquisition, ça va se poursuivre. Il y aura des opportunités, les taux d'intérêt sont bas, il peut y avoir de grosses opérations, il peut y avoir des choses dans plein de secteurs différents, alors notamment le secteur bancaire européen, c'est une possibilité. Il y a plein d'autres thématiques, donc il faut pouvoir effectivement être positionné de manière à profiter éventuellement des fusions-acquisitions qui pourraient intervenir sur le marché prochainement. Value ou croissance, c'est un vaste débat. Est-ce qu'il faut plutôt investir sur les valeurs plutôt décotées, celles qui sont potentiellement en dessous de leur dont le prix est aujourd'hui en dessous de leur valeur fondamentale qu'on pourrait juger, ou alors est-ce qu'il faut au contraire continuer à investir sur les valeurs de croissance qui ont considérablement performé ces dernières années, qui ont profité de la politique de taux bas, qui sont notamment le secteur du luxe, de la tech, etc., toutes ces choses qui ont considérablement bien performé. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Très bonne question. En tout cas, c'est vrai que la value a beaucoup de retard. On a une légère reprise en cette fin d'année, mais on voit que là, sur le violet, c'est la performance justement de la value contre la croissance. Et on voit qu'aujourd'hui, on est quand même à un niveau qui est encore très très bas. Donc il y a peut-être du potentiel sur cette classe d'actifs. Je dirais que tout dépendra aussi de l'évolution des taux d'intérêt. Forcément, si on a des taux d'intérêt qui remontent un peu trop fortement, ça va être très compliqué pour la croissance. Inversement, si on a une poursuite de taux d'intérêt qui continue à rester bas, avec effectivement des politiques monétaires qui restent très accommodantes, eh bien, la croissance devrait continuer à tirer son épingle du jeu. Bon, il faut être très vigilant, il faut regarder aussi les niveaux de valorisation, bien entendu. Les mines d'or, alors on a abondamment commenté cette classe d'actifs, il y a beaucoup de choses à faire. L'or est une réserve de valeur dans le temps, ça permet de se protéger contre l'environnement de taux d'intérêt réel négatif, ça peut servir de valeur refuge également. Il y a pas mal de choses à dire qui ont déjà été évoquées sur CGP, donc je vais passer rapidement sur cette classe d'actifs. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, les mines d'or ont retrouvé de la profitabilité. Ce sont des sociétés qui exploitent des mines d'or et qui, à ce titre-là, génèrent des cash flows. Et justement, quand on parlait dernièrement dans cette vidéo de cash flow effectivement très très bas, là, pour le coup, sur les mines d'or, il y a un potentiel de cash flow qui est relativement intéressant. Voilà, par rapport à ce qui se passe sur les marchés actions globaux, sur les marchés mines d'or, on a aujourd'hui des cash flows qui redeviennent extrêmement intéressants. Et si on a une poursuite de la hausse des cours de l'or, en raison des politiques monétaires accommodantes, etc., forcément, ça va profiter aux mines d'or qui sont aujourd'hui très faiblement valorisées. Quand on regarde tous les critères classiques de valorisation aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas. Et puis, les stratégies de volatilité, les stratégies de couverture qui peuvent être appliquées dans un portefeuille, ça peut être extrêmement intéressant pour se couvrir contre une reprise de la volatilité et pouvoir permettre de passer les épisodes boursiers un peu plus compliqués. Donc, il y a un certain nombre de couvertures qui peuvent être également incluses dans les portefeuilles. Et enfin, je finirai sur les stratégies proactives en précisant toujours que c'est intéressant d'avoir du cash dans les portefeuilles, même si aujourd'hui on est à taux réel négatif. Eh bien, être patient et garder du cash dans les portefeuilles, ça permettra peut-être de pouvoir renforcer ou de se positionner du mieux possible sur des classes d'actifs qui, à un moment donné, pourraient connaître on va dire des évolutions à la baisse, si à un moment donné on a de nouveau une mise en risque off du marché et que tout se recorrèle, qu'on a de nouveau une dislocation des marchés financiers, et bien là ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir du cash pour pouvoir faire ses courses, se repositionner et donc d'où l'intérêt finalement de gérer un portefeuille vraiment de manière proactive, voilà, vraiment de faire le travail de sélection et de suivi dans la durée, c'est ça qui crée la valeur sur un portefeuille financier. J'évoquerai rapidement les stratégies décorrélées des marchés financiers. Donc là, on n'est plus sur des idées de stratégie sur lesquelles on pourrait se positionner et où on laisserait ensuite faire des gérants spécialisés dans chacune des classes d'actifs. Donc,
Par exemple, ça peut être une stratégie de création de valeur en immobilier. Alors aujourd'hui, on sait que le contexte immobilier est en train d'évoluer et on voit par exemple sur le tertiaire avec l'avènement du télétravail, une remise en question des bureaux. Et forcément, sur ce marché, il va y avoir des gagnants, des perdants, ça c'est clair. Il va y avoir des perdants parce que effectivement les bureaux évoluent, il y a un certain nombre de bureaux qui ne sont plus aux normes environnementales, qui ne sont plus adaptés à l'usage des locataires, qui n'ont pas forcément été remis au goût du jour. Donc là, il y a peut-être des choses à faire en achetant des actifs qui sont bien situés du point de vue géographique, mais qui n'ont pas été mis vraiment au goût du jour dernièrement, qui ne sont plus forcément, qui ne correspondent plus à l'usage que les locataires attendent. Et donc, là, l'idée, c'est d'acheter les actifs, de les repositionner, de faire des travaux et idéalement de signer avec un locataire un bail ferme de longue durée pour pouvoir ensuite revendre l'actif avec une plus-value importante. Et sur ce marché-là, il va y avoir vraiment des choses à faire avec ce contexte qui est en train d'évoluer, notamment sur le bureau où justement la demande évolue et maintenant les entreprises demandent de la flexibilité, des performances énergétiques, elles demandent des espaces communs de réunion, des endroits qui vont favoriser la réunion des équipes et la créativité. Il y a plein de choses à faire et le mieux pour profiter de cette nouvelle engouement et de ces évolutions, c'est de se positionner sur un fonds qui pourra, dans les mois à venir, profiter du contexte qui est si compliqué aujourd'hui pour pouvoir faire des achats justement à des prix relativement raisonnables, pouvoir appliquer la stratégie d'investissement, de repositionnement des actifs et de pouvoir ensuite les revendre plus tard avec une plus-value importante à la clé. Donc ça peut être des stratégies qui peuvent être regardées, qui ne concernent pas que le bureau, qui concernent tout un autre ensemble de typologies immobilières. On peut aller sur d'autres secteurs immobiliers, il y a des choses à faire à plusieurs endroits, mais en tout cas c'est une classe d'actifs qui peut avoir de l'intérêt. L'immobilier locatif peut aussi être une source de performance. Alors là, il faut être également très sélectif et bien réfléchir sur ce sur quoi on va investir. Est-ce qu'on va investir effectivement sur de la logistique, sur des data centers, sur des choses qui marchent actuellement, ou est-ce qu'on pense déjà à l'étape d'après, comment va se repositionner le commerce dans ce nouveau monde éventuellement? Il y a plein de réflexions à avoir, effectivement, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ces stratégies, c'est que si on a un locataire qui est solide et solvable et qui est engagé avec un bail ferme de longue durée, on peut attendre de ce placement-là un rendement régulier qui peut, dans le contexte actuel de taux zéro, être relativement intéressant. Il y a le capital investissement également. Le capital investissement, c'est toujours effectivement une classe d'actifs qui, dans la durée, est capable de performer considérablement. Là encore, la sélectivité est extrêmement importante. Il faut pouvoir travailler avec les opérateurs capables de déceler vraiment les meilleures opérations en la matière. Mais en tout cas, l'idée là, c'est de pouvoir aller investir sur des sociétés non cotées, d'être un petit peu à l'écart des aléas de la bourse et finalement pouvoir se positionner sur des entreprises qui vraiment investir dans l'économie réelle et aller se positionner sur des business models de croissance qui vont pouvoir délivrer dans la durée, avec notamment des opérations, pourquoi pas, de croissance externe, des opérations de fusion-acquisition. Il y a plein de choses à faire en la matière. Enfin, il y a la thématique des forêts qui peut avoir un intérêt en termes de diversification si on souhaite se positionner sur des actifs tangibles. Il y a beaucoup à faire en matière d'investissement sur la forêt. Comment ne pas finir cette vidéo avec la thématique des crypto-monnaies qui connaît un fort engouement avec le Bitcoin en ce moment. On voit que les actifs numériques attirent de plus en plus de monde, on en entend de plus en plus parler. Là-dessus, je dirais simplement que c'est peut-être une classe d'actifs à considérer pour les plus audacieux, parce qu'il y a énormément de volatilité et ce n'est pas backé par des actifs tangibles derrière. On est bien sur une logique finalement de j'achète une crypto-monnaie en espérant que quelqu'un me la rachètera plus cher plus tard. Donc il y a bien un effet d'engouement qui est lié à ça. Néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même des usages dans la blockchain qui sont en train d'évoluer, qu'il y a une adoption qui est en train de se faire, avec notamment PayPal qui va permettre de payer en crypto-monnaie. Donc
il y a des choses qui sont en train de se passer, mais c'est une thématique qui est extrêmement volatile, donc il faut être extrêmement vigilant. Et puis il y aura tout le débat aussi sur, effectivement, en crypto-monnaie, est-ce qu'il faut investir sur le Bitcoin ou est-ce qu'il faut investir sur des crypto-monnaies alternatives, hein, est-ce qu'il faut investir sur du Stellar, alors l'Ether qui est un peu plus connu, sur du Litecoin. Il y a plein d'actifs effectivement possibles, il faut bien regarder, mais je dirais que tout ça se fait dans une optique purement spéculative, donc attention. Voilà, je finirai avec les risques à surveiller là, pour cette année 2021. Tout d'abord, les défauts en Chine, hein, mais également dans le reste du monde. Hein, on voit qu'il y a des sociétés qui ont fait défaut en cette fin d'année en Chine, donc il faut surveiller ça. Hein, le système étatique chinois, pour l'instant, arrive à contenir l'impact de ces défauts, mais c'est une thématique à surveiller. Et puis il faut également surveiller les défauts qui vont se passer là dans le reste du monde. Hein. On a été sous morphine monétaire et budgétaire là, au cours de l'année 2020, dans tous les pays occidentaux notamment. Donc il faut surveiller effectivement le débouclage à terme de ces perfusions et voir quel peut être l'impact sur vraiment le sentiment de marché. C'est notamment lié à la problématique des CLO qu'on a déjà évoqué dans une précédente vidéo et dans plusieurs articles sur SyncCGP. Je vous invite à regarder, je ne reviendrai pas dessus, mais les CLO et la problématique qui y est attachée est totalement liée au risque de défaut qu'on peut avoir sur les entreprises dans les mois à venir. Alors on a aussi l'évolution des perceptions concernant l'impact du Covid sur l'activité économique, ça c'est à surveiller effectivement. On est un peu dans cette ambiance, comme je l'indiquais tout à l'heure, tout va bien et tout le monde est optimiste. Il y a les vaccins qui arrivent, voilà, pour l'instant ça va. Il faut surveiller quand même, hein, le risque, quand les attentes sont élevées, les risques de déception peuvent être importants. Donc il faut surveiller, hein, est-ce que les vaccins vont durablement être efficaces, est-ce que les gens vont effectivement se faire vacciner, est-ce que les vaccins permettent de ne pas colporter la maladie, ou simplement juste de se protéger des effets indésirables. Est-ce que les nouvelles souches de virus vont être plus problématiques pour les vaccins, est-ce que ça va fonctionner, etc. Il y a pas mal de choses. Pour l'instant, les marchés évoluent sur des considérations plutôt positives par rapport à ça, mais il faut surveiller parce que le sentiment peut vite changer. Hein. En mars, voilà, ça avait changé la perception avait changé assez brutalement quand ça se développait en Chine et ensuite en Italie. Donc il faut faire attention, les changements de perception peuvent être assez rapides. Il faut surveiller effectivement un retour de l'inflation, hein, potentiellement avec toutes les liquidités qu'on a injectées, cette fois-ci avec l'hélicoptère monnaie qui s'est mis en place, notamment aux États-Unis, on a fait des chèques directement aux gens. L'argent n'est plus forcément resté cantonné dans le système financier, hein. L'argent a circulé, il a été distribué aux entreprises, aux ménages. Donc attention au risque d'inflation, même si aujourd'hui c'est le risque déflationniste qui est prépondérant, il faut faire attention effectivement au risque inflationniste qu'on pourrait avoir à terme. Et donc là aussi on le sait, hein, les choses ne sont pas linéaires et on peut avoir une poussée de l'inflation qui peut être relativement brutale, ou en tout cas on peut avoir un épisode d'inflation qui pourrait être assez brutal. Attention parce que s'il y a de l'inflation, normalement il faut remonter les taux, et on sait que remonter les taux dans l'environnement de dette que l'on connaît, c'est quasiment impossible. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc à surveiller. Et enfin, évolution des perceptions concernant la crédibilité des banques centrales. Et lui, aujourd'hui, tout repose sur les liquidités et les politiques monétaires extrêmement accommodantes des banques centrales. Donc il faut surveiller la crédibilité de la parole des banquiers centraux. Et ça, c'est très important. Et il faut essayer de déceler effectivement les pertes de confiance du marché par rapport à la parole magique des banquiers centraux. Voilà pour cette vidéo de début d'année. Je vous souhaite une excellente année 2021 et je vous dis à bientôt.